Il est député de la 2e circonscription des Landes, il est inscrit à la majorité, c'est-à-dire la République en marche, il a été conseiller municipal de Saint-Martin-de-Seignan, il est à la commission DDAT Développement durable et de l'aménagement du territoire, il est à l'Assemblée nationale dans l'hémicycle tout autant dans les commissions, il est président du groupe d'études du littoral à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, Lionel Cos est mon invité dans J'y comprends rien. Bonjour. Bonjour. Alors, on va commencer par une présentation de ce qui va se passer durant cette heure de discussion. Dans un premier temps, nous allons faire la présentation de votre métier et de vous-même. Dans un second temps, nous aurons les questions rapides. Vous aurez 10 questions et vous devrez répondre le plus rapidement possible. Dans un troisième temps, nous aurons un débat sur un sujet que j'ai choisi. Dans un quatrième temps, nous aurons le jeu des chiffres. Je suis aussi accompagné par Greg, qui est animateur au 12-13 de Souvenir FM, qui vous posera des questions pendant 10 minutes sur le sujet de son choix. Et enfin, dans un dernier temps, nous aurons votre carte blanche, vous pourrez dire ce que vous voulez. Allez, c'est parti pour les présentations. Top jingle. J'y comprends rien. Donc vous êtes député comme je l'ai dit, et donc ma première question c'est, pour le moment, on va parler de vous, donc pourquoi être député ? Eh bien écoutez, c'était pas quelque chose que j'attendais, c'était pas forcément un objectif en soi, mais ça a été une opportunité, une chance et une responsabilité qui m'a été offerte en 2017 et que j'essaye d'assumer le mieux possible depuis. Voilà, donc depuis ma jeunesse, j'ai toujours été sensibilisé et intéressé par la chose publique, on va dire, de façon générale. C'est vrai que j'ai commencé par le monde associatif, en président des associations, en m'occupant aussi des parents d'élèves, voilà. Et puis, comme vous avez fait référence, j'ai eu quelques mandats précédents. J'ai eu l'occasion d'être conseiller municipal à Saint-Martin-de-Seignan, mais aussi maire de Saint-Martin-de-Seignan, pas que conseiller municipal. Le conseil municipal m'a fait confiance pour que je sois le maire de 2014 à 2017. D'accord. Avant donc d'être élu député, et avec la loi sur nos cumuls, j'ai arrêté mon mandat de maire en 2017. Et j'avais été aussi conseiller général des Landes de 2008 à 2015. Oui, parce qu'on ne peut pas cumuler le fait d'être député et maire. On doit prendre la fonction la plus haute, c'est ça ? On prend celle que l'on veut. Mais j'ai pris la dernière, celle pour laquelle je m'étais présenté, pour respecter quand même la décision des électeurs qui m'avaient fait confiance en 2017. Je me suis présenté, donc comme j'étais maire, je savais que si j'étais élu, je quitterais mon poste de maire avec beaucoup de regrets, parce que c'est un mandat magnifique, c'est un super mandat, mais c'était aussi une très très belle expérience pour moi pendant 3 ans de travailler auprès des Saint-Martinois, de porter des projets pour cette commune. Je pense qu'il s'est bien développé, et c'est vrai que c'est l'occasion d'avoir une relation directe, un lien direct avec les habitants d'une commune, d'un territoire, puisque j'étais aussi vice-président de la communauté des communes en charge du développement économique et du tourisme, donc j'ai travaillé avec tous les acteurs économiques du Seignan, et Dieu sait qu'ils sont bien ancré dans la politique locale. Voilà, bien ancré, et ça m'aide tous les jours dans mon mandat de député. Oui. Et donc résultat, vous en avez un peu parlé, c'est votre parcours politique. Donc la prochaine question, vous voulez faire quoi après ? Continuer ou... Plein de choses. Non, alors je crois qu'il faut toujours être très humble en politique. Je ne crois plus aux carrières politiques de plusieurs décennies. Puis je pense que c'est une bonne chose. On en a connu des sénateurs qui ont fait ça. On en a connu, voilà, mais c'était une autre génération. Je pense qu'aujourd'hui, vous savez que le temps va beaucoup plus vite. Oui. Les choses s'accélèrent dans notre société. Et donc je pense que les mandats seront naturellement un petit peu plus courts. Et c'est pas plus mal, il faut redonner de temps en temps un petit peu d'oxygène à notre démocratie. Donc c'est le choix aussi dans le non-cumul dans la durée, non-cumul de fonctions, non-cumul dans la durée. Donc forcément il y aura une fin un jour de mon mandat de député, et je verrai ce que je ferai après, mais je ne manque pas d'idées, d'ambitions et de projets en tout cas. Oui, donc dans le renouvellement, ça s'est vu, parce que l'Assemblée nationale, la moyenne d'âge, elle a baissé fortement quand même cette année-là. Avec beaucoup de jeunes, on a des jeunes qui ont même moins de 30 ans, énormément, et qui avaient leur premier mandat directement de député. Oui, ça doit être, il doit avoir 24-26 ans, je crois que c'était Lénaïque Adam de Guyane. Voilà, un jeune qui est responsable, qui se bat pour son mandat de député, donc c'est bien parce qu'on a toutes les générations, toutes les professions, même si certaines sont mieux représentées que d'autres, c'est un fait, mais en tout cas il y a quand même, je dirais, une belle représentation de la société à l'Assemblée nationale. Oui. Pourquoi la République en marche ?
Alors la République en marche, ça s'est fait, je dirais, de façon un petit peu naturelle, puisque moi j'étais un militant du Parti Socialiste, j'étais au MJS à votre âge. J'ai été ensuite au Parti Socialiste, j'ai eu des mandats d'élu au Conseil Général des Landes en tant que socialiste. Et en 2015, suite à un désaccord avec le Parti Socialiste hollandais, j'ai quitté le Parti Socialiste, considérant que les partis traditionnels, le Parti Socialiste, mais je pense que s'il en a été de même sur les partis de droite, étaient arrivés à bout. Et mon expérience de maire que j'avais eue depuis 2014, où je travaillais avec des élus de droite, de gauche, plusieurs sensibilités, mais vraiment pour l'intérêt général, avec un véritable projet, m'a convaincu que l'on pouvait dépasser de temps en temps un petit peu, je dirais, son précaré et un petit peu certaines idées, et qu'on pouvait aussi travailler avec des gens d'autres partis politiques sur voilà, partager des choses, avoir de l'ambition, et que ça pouvait même enrichir certains projets, certaines décisions. Et quand Emmanuel Macron en 2016, que je ne connaissais pas, puisque moi donc j'étais plus dans aucun parti politique, voilà, j'étais parti pour ces raisons-là, est arrivé en disant bienveillance, rassemblement, ça m'a tout de suite fait tilt, parce que c'est ce que j'attendais en politique avant tout. Bienveillance, rassemblement, et non pas des partis sclérosés avec des apparatchiks et des dogmes, donc ça ne m'intéressait plus. Apparatchik et dogmes, est-ce que vous pouvez définir, parce que je ne comprends pas? Ben, écoutez, c'est pas un secret que dans les partis politiques, tant au Parti Socialiste, j'en étais même à l'UMPO, chez les LR maintenant, nous avons des gens qui sont là depuis longtemps et qui deviennent, chez les apparatchiks, c'est-à-dire des gens qui ne vivent que grâce à un parti politique, et qui en deviennent donc, je dirais, des fois avec des comportements, voilà, qui s'attachent à des choses et qui font plus de la politique politicienne dans leur intérêt personnel que porter des projets et des idées dans l'intérêt général. Donc c'est ça que je combats, mais je ne vais pas vous rassurer, je le regrette, c'est quelque chose que l'on voit venir aussi à la République en marche, parce que je pense que ça fait partie au bout d'un moment de ce qui se met en place dans un collectif, dans un mouvement politique. C'est parce qu'il était jeune que ça a fait ça? Alors au début ça ne l'était pas parce qu'il était jeune, c'est vrai que maintenant au bout de 3 ans, 4 ans, on voit ce genre de comportement arriver. Je le dis, j'ai jamais mâché mes mots, moi je dis les choses comme je pense, je le dis à ceux qui en font partie d'ailleurs. Et voilà, et je pense que c'est ce qui nous obligera à un moment ou à un autre à passer encore autre chose. Voilà, de la République en marche. Donc on verra. Mais en tout cas, le projet initial du président de la République de rassembler, être bienveillant et unir des gens qui pouvaient venir d'horizons de droite, de gauche, mais qui étaient en capacité, qui souhaitaient travailler ensemble dans l'intérêt général, ça me va tout à fait. Parce que son projet, c'était la fin de la droite et la gauche, c'est ça? C'est la fin de la droite et la gauche, c'est surtout un projet général, des idées qu'on peut partager. On voit bien que sur le développement économique, on peut partager des choses, même sur le social, même sur le logement social. Voilà, il y a des gens à droite qui peuvent y adhérer, et des gens à gauche qui peuvent adhérer à certaines idées. Je crois qu'il ne faut pas mettre les gens dans des cases et fermer. Et d'ailleurs, c'est même pas comme ça. Déjà aujourd'hui, dans les partis politiques, on voit quand même dans un parti politique, au Parti Socialiste j'étais, il y avait plein de mouvements. Plein de... On se foutait sur la gueule d'ailleurs à certaines réunions, etc. Mais c'est normal, c'est ça aussi le débat. Donc on voit bien que voilà, qu'il faut rassembler, qu'il faut unir et qu'il faut débattre. Et donc là, on a de vrais débats. D'ailleurs, je crois que ça se sait, puisque tout le monde parle des débats que nous avons au sein des députés de la République en marche. Voilà. J'ai été voir votre Instagram avant, et j'ai vu plein de photos de ciel, des légendes qui amenaient au voyage. Vous travaillez trop? Je travaille. Je ne sais pas si on travaille trop, parce que moi je considère que je n'en donne jamais assez. D'accord. Mais je pense que je travaille quand même beaucoup. Mais c'est normal. C'est normal parce que quand on a un mandat d'élu, tous les mandats que j'ai eus, que ce soit conseiller général ou maire, je considère qu'on n'est pas là pour compter le temps qu'on passe à travailler. On est là pour faire avancer les dossiers et être au service de ceux qui nous ont fait confiance un moment ou un autre. Donc on n'a pas à compter le temps qu'on y passe. Mais je ne vous cache pas que de temps en temps, j'aimerais bien m'évader un petit peu plus. Donc pour donner une tranche d'heures à peu près par semaine, vous êtes à combien d'heures? Je ne compte pas, mais je sais que c'est tous les jours. Il n'y a pas de samedi, de dimanche de repos. Ah non, c'est parce que moi je fais à peu près, je pense, pas loin d'un temps complet dans les Landes, un temps complet si on parle de 35 heures à Paris, donc ça fait déjà 70 heures. Donc voilà, vous cumulez entre guillemets de travail à plein temps. Ben oui, parce que quand on est député, on a une circonscription, donc là ici c'est la circonscription de Dax, où je suis là la moitié du temps.
Et donc j'ai beaucoup de boulot et voilà, ça fait de belles journées et souvent le samedi et le dimanche aussi beaucoup de représentations, de rencontres, de rendez-vous. Et à Paris c'est pareil, je pars souvent le lundi soir ou le mardi matin jusqu'au jeudi soir, vendredi matin. Ouais. Et ce sont des journées qui se terminent à minuit, 1 heure. Donc c'est bien rempli, quoi. Souvent voilà, l'Assemblée pour ce qu'on travaille sur les textes de loi, les propositions, les auditions. Donc on enchaîne les réunions. D'accord. Maintenant on va parler plutôt du général. Donc pour vous, qu'est-ce que c'est un député? Ça représente quoi? Ça représente les citoyens, le peuple. C'est ça qui est magnifique. Déjà un élu de façon générale, mais nous, on est là pour représenter les citoyens au niveau national. Donc on a un mandat important, je considère. Voilà. Donc il faut qu'on soit responsable de ce mandat et qu'on essaie de le faire avec notre engagement, nos valeurs, ce que l'on porte soi-même et pour défendre l'intérêt de ceux qui nous ont fait confiance. Alors, même si on est élu sur un territoire circonscription, donc moi des Landes, et bien entendu j'ai une vision landaise, j'ai une relation directe avec les habitants des Landes, il n'empêche que lorsque je vote dans l'hémicycle, je vote pour tous les Français. Oui. Voilà. Donc, vous n'êtes pas seulement représentant on des porte, Landes. voilà, l'idée générale. Oui. Maintenant, j'ai une question sur le fond. Donc, vous êtes inscrit donc à La République En Marche, sauf que quand on s'inscrit à un mouvement, bon, vous l'avez dit, il y a les idées qui comptent, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait qu'il y a plus de chances de gagner grâce à ce parti que plutôt avec l'extrême droite, l'extrême gauche? Il n'y a pas un peu de ça quand même quand vous vous inscrivez? Alors, quand je m'inscris, moi, en 2016, Emmanuel Macron est loin dans les sondages. Et d'ailleurs, je me souviens que certains de mes anciens amis du Parti Socialiste rigolaient, en disant déjà qu'il quittait le PS, maintenant il va à La République En Marche. C'est pour dire que lui, vraiment, il s'enfonce encore plus qu'il ne l'est. Et quand Emmanuel Macron a gagné, on m'a traité d'opportuniste. Donc voilà, mais non, j'ai pris mes responsabilités, mes risques. Moi, comme je vous l'ai dit, si j'ai adhéré à Emmanuel Macron, c'est pour les raisons que je vous ai dites avant. Et c'était certainement pas juste pour un gagner, résultat non de gagner, parce que d'une part, c'était vraiment vos idées, du tout dans l'ambition d'être candidat aux législatives. Et en plus, en 2016, je ne pensais pas qu'Emmanuel Macron serait élu président de la République. D'ailleurs, personne ne pensait qu'il serait élu président de la République. Enfin, le débat quand même d'entre-deux tours, 2017. Oui, c'est ça, c'est début 2017. Et oui, c'est vrai. Moi, j'ai adhéré bien avant. Ah oui, il y d'accord, avait encore Juppé qui était candidat face à lui. Tout le monde. Non, mais voilà. Donc à ce moment-là, quand même. Oui, il n'était pas non plus favori dans les sondages. Il était loin d'être favori. Il était 3e ou 4e. Oui. Et on pensait plutôt à lui pour 2027 d'ailleurs. Pour être honnête, c'était ce qu'on se disait entre certains supporters d'Emmanuel Macron. On disait pourvu qu'il tienne jusqu'en 2027, mais on ne pensait pas que 2017 soit l'année de son élection président de la République, mais je m'en réjouis. Oui, donc résultat, vous avez pu être après, mieux classé dans les listes. Ça s'est accéléré puisque j'avais été le premier maire des Landes à le soutenir. Ah oui? Oui, en 2016. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'à l'époque, il n'y avait pas grand monde qui le soutenait. Quand même. Oui, voilà, oui. Il faut le rappeler parce que certains maintenant rigolent, mais il faut rappeler l'histoire et puis l'ordre des choses. Donc c'était vraiment vos idées qui concordaient avec ses idées à lui. Oui. Et puis, comme voilà, il y avait des notions importantes, que le travail, moi j'étais persuadé je suis toujours qu'on peut s'épanouir au travail, que c'est la première des choses que l'on doit donner à des adultes dans notre pays, après la formation, bien entendu, l'éducation, la santé. Voilà, cette relation avec le travail, le fait de dire maintenant la priorité c'est au travail, c'est accompagner les gens au travail, à la formation tout au long de la vie. Ça c'est Emmanuel Macron qui l'a porté, dire parce que vous êtes une génération, moi je suis un petit peu moins, mais où régulièrement on change de métier. Oui. Chez mes enfants et nos âges, je sais qu'ils vont changer régulièrement de métier, donc ils auront besoin de se former toute la vie. C'est terminé de dire vous allez faire 42 ans dans le même métier, la même entreprise, toute votre vie. Et donc il y a eu cette relation au monde du travail, cette relation au monde de la société de façon générale qu'a porté Emmanuel Macron, qui à mon avis correspondait à ce qui allait se passer. Et c'était lui qui le portait le mieux à mes yeux. D'accord. Donc on va passer à la deuxième partie de cette interview où ce sera les questions rapides. On y va pour le jingle. Présentation. Pour cela, vous allez avoir 10 questions que vous devrez répondre le plus rapidement possible et vous pourrez vous arrêter sur 3 d'entre elles si vous voulez. Vous avez juste à dire stop et on en parle ensemble. Bon, je m'arrêterai peut-être sur une ou deux pour expliquer mes questions. Allez, on y va. Donc la première. Les jeunes sont concernés par les réformes de retraite ou ça aura changé d'ici là? Stop. Ah, dès la première. Ils sont concernés. La réforme des retraites est faite pour les jeunes. D'accord, donc d'ici 60 ans, ça n'aura pas changé. Enfin, 45 si, justement, ça va changer, puisque ce qu'on est en train de porter,
qu'on va essayer de voter au Parlement, c'est pour votre génération essentiellement, parce que vous bénéficierez de la totalité des mesures qui seront votées par le Parlement. Par contre, ceux qui sont déjà à la retraite ne sont pas concernés. Oui. Et ceux qui vont partir prochainement le seront un peu moins. Donc, D'accord, ce sera progressif. proportionnellement, ce sont les jeunes qui sont concernés. C'est pour ça que ce projet de retraite, mais ça n'a pas été suffisamment perçu comme ça, doit être fait aussi avec les jeunes. Mais si le quinquennat suivant, admettons, c'est plus Emmanuel Macron, c'est un parti qui veut totalement tout changer, donc ils feront comment? C'est la démocratie, ça. Ben oui. Si les Français disent on veut autre chose, ils voteront pour autre chose. Et les futurs députés voteront autre chose. D'accord, donc et nous, aujourd'hui, on a parlé de système universel de retraite, c'était dans le programme d'Emmanuel Macron. Oui. Donc moi, je le porte et on accomplit, on respecte nos engagements de 2017. Après, si en 2022, les Français choisissent autre chose, ils choisiront autre chose et malheureusement, vous ne pourrez pas en bénéficier, vous bénéficierez d'autre chose. Et oui, d'accord, ok. Et ça, c'est la démocratie, c'est le principe. Voilà. Ça, c'est remis en cause tous les jours. D'accord. Allez, on reprend. La France, c'est un exemple sur l'écologie ou pas? Oui, stop. Ah, attention, il n'y a que 3 stops, hein. Ah, mais oui, mais sur bon, les 10 questions. On prolongera l'émission. Mais non, la France est un exemple depuis longtemps. Je veux dire, c'est au-delà. C'est pas que depuis Emmanuel Macron. Il y a quand même des présidents, Jacques Chirac, François Hollande aussi, qui ont porté une certaine vision de l'écologie à leur niveau, ce qui ne veut pas dire que derrière les résultats soient atteints et qu'on ait fait tout ce qu'il fallait faire pour faire face aux enjeux du réchauffement climatique, aux enjeux de perte de biodiversité, aux enjeux de mobilité, etc., de consommation d'énergie. Mais en tout cas, ça a toujours été une sensibilité forte chez les Français. On a des ONG, des associations qui portent ça depuis longtemps. Après, c'est aussi au niveau européen, parce que, admettons, le glyphosate, qui était un gros enjeu du quinquennat Macron, c'est qu'on ne peut pas en sortir tout seul, parce que comme il disait donc j'ai perdu quand il a... Bon, j'ai perdu. Oui, il disait que si on sort, nous, du glyphosate, les pays frontaliers, ils continueront et donc vendront à la France des choses qu'eux-mêmes n'auront pas le droit de faire. Et tout à fait, ça c'est le problème d'être dans un marché commun. Il y a des avantages et des inconvénients. L'inconvénient, c'est que il y a libre circulation des hommes et des femmes au niveau européen, mais aussi des marchandises et des biens. Et donc forcément, si un pays ne produit pas de la même façon qu'un autre, il y a déjà de la concurrence déloyale et en plus, on peut ne pas avoir le respect que souhaitent les citoyens d'un pays. Donc c'est la raison pour laquelle il faut que l'Europe harmonise beaucoup de politiques de plus en plus, et on se bat là-dessus. Je pense que le président Macron aussi porte ça au fond de lui-même. Et c'est sûr que quand on met des contraintes trop fortes en France, parce qu'on va aller plus vite que les autres pays, certes on est un modèle, c'est souvent ce qu'on nous reproche, mais de notre côté, ça nous crée des difficultés parce qu'au final, on l'a eu sur des produits phytopharmaceutiques qui étaient utilisés sur certains arbres fruitiers en France, qu'on a interdit. Résultat, on allait acheter des cerises et des fruits en Italie et en Espagne, donc qui étaient traités de la même façon, on les mangeait et les producteurs français ont perdu leur production. C'est l'enjeu qu'on a aussi du débat qu'on a. Ils ont gardé leur production, mais ils ont perdu leur vente. Ils ont perdu leur vente. Parce qu'ils ont continué à produire. Oui, mais moins, puisque bien entendu, puisqu'ils n'utilisaient pas de produits de traitement, ils ont eu des maladies. Mais ils produisaient mieux. Ils produisaient mieux, mais avec une perte de production, puisqu'ils ont eu des maladies et que derrière, ça revenait beaucoup plus cher donc, en termes de vente. Donc c'est pour ça que moi, je me suis beaucoup impliqué sur la loi Egalim et qu'on a mis à l'intérieur de la loi Egalim sur tout ce qui est restauration collective, et je pense à notre jeunesse, aux plus jeunes dans les écoles, une obligation d'aller jusqu'à 50% de produits de qualité, de produits bio, de produits, donc avec des labels. Donc tout ça, c'est toute une démarche, on le met en place, ce sont des choses qui ont été votées au Parlement, et donc il faut qu'on aille plus loin. Donc ça, c'est pour avancer et faire ensemble en sorte qu'on puisse aller plus vite au niveau européen. Mais il n'empêche que moi, j'ai toujours porté ça. L'environnement et l'écologie, c'est l'affaire de tous et c'est l'affaire de nos territoires. Moi, j'ai été président d'un CPIE ici dans les Landes, ça fait depuis maintenant 20 ans que je suis un militant de la cause environnement, mais pas de façon dogmatique. C'est-à-dire que j'ai toujours été dans cette association-là. Après, j'ai présidé la commission environnement au département des Landes parce que je suis persuadé qu'on doit y arriver collectivement et qu'on doit concerter et qu'on doit mettre en place des petites solutions. On en met plein. J'étais maire, j'étais élu, partout on voit des choses, on a beaucoup avancé sur le tri, on avance sur des enjeux de biodiversité, ici on a des zones de protection, moi j'avais lancé un plan lagune dans le département des Landes, de protection des lagunes, on travaille sur le littoral, il y a plein de choses qui se font et ça on n'en parle pas assez. On parle des petits sujets médiatiques qui nous embêtent, qui ne sont pas neutres bien sûr, qui sont importants, mais
il faudrait aussi qu'on arrive à parler des belles choses qui se font sur nos territoires pour les enjeux environnementaux. Et on a énormément d'acteurs, que ce soit des bénévoles, que ce soit des élus, que ce soit des professionnels de l'environnement, de l'écologie. Il se passe plein de choses sur nos territoires. Donc voilà, il faut y aller, il faut redonner du dynamisme à tout ça et puis surtout accompagner tous ces acteurs. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'essaie de faire. D'accord. Et sur les littoraux, alors, c'est un exemple, la France? Oui, non? Oui, ben, c'est déjà le plus grand. Oui, littoral. Oui, voilà. Voilà, donc le plus beau, le plus riche en termes de diversification, diversité d'enjeux. Je préside la commission littorale à l'Assemblée nationale, donc voilà, on pourra en parler longtemps, mais je reviendrai vous parler du littoral, mais 4 millions de Français qui vont venir sur les littoraux français d'ici 2040, etc. Donc il y a des enjeux importants. Alors que la mer avance sur la terre. Le retrait du trait de côte, donc avec des enjeux d'urbanisme, des enjeux donc, de risque, des submersions, il y a beaucoup de choses à faire. etc. Il y a beaucoup de choses à faire, donc on pourra en parler longuement si vous voulez. Je reviendrai pour ça, mais on passera qu'une heure là-dessus. D'accord. On continue alors. La réforme du bac, pour ou contre? Pour. Précipité ou non? À un moment, il faut passer à autre chose. Elle est faite sur 2 ans. Oui. Il faut aussi qu'on donne un cadre. Je pense qu'en 2 ans, on avait la possibilité, on a d'ailleurs la possibilité de faire en sorte que ça se passe correctement. Je pense que globalement, ça se passera bien, même si vous êtes la première génération avec un nouveau bac. On voit qu'il y a quand même des tests pour la première génération. Bien sûr, mais toujours. Donc est-ce qu'on n'est pas un peu délaissé? Non, justement. Parce qu'on voit que les programmes ils se font au fur et à mesure de l'année. Donc résultat, par exemple, la seconde, nous, on n'a pas fait de seconde nouveau bac. On l'a fait avec l'ancien bac, donc il y a des choses qu'on verra jamais, alors que c'est essentiel pour passer le bac. Oui, mais vous allez voir autre chose. Vous ne perdez pas votre temps. Donc il y a de nouveaux programmes, on s'adapte, on évolue. Vous savez, les programmes changent souvent, on les a toujours fait évoluer. Donc je crois qu'il ne faut pas s'arrêter forcément là-dessus. Et puis il faut un peu de souplesse de la part de tout le monde. Je crois que les jeunes, vous en avez suffisamment pour vous adapter. Et je demande au personnel enseignant d'en avoir aussi pour vous accompagner le possible. Il le faut, il y a beaucoup de professionnalisme. Après qu'il y ait des inquiétudes, je peux l'entendre. Nous, on est là pour essayer d'y répondre. Donc, on doit apporter des réponses aux inquiétudes du personnel enseignant, mais on a tous intérêt à ce que ça se passe bien, parce que c'est notre avenir qui est en jeu, c'est-à-dire c'est vous les jeunes. Oui, c'est ça. Donc il faut que ça se passe bien. Moi, j'ai des jeunes qui viennent de passer le bac. J'ai eu mon bac, et je peux vous dire, à titre personnel, j'aurais aimé le passer sur 2 ans tel qu'il est présenté aujourd'hui. J'en rêvais, et bien j'ai tendance à dire, on l'a fait. La politique, ça intéresse les jeunes ou pas, selon vous? C'est compliqué. Ceux qui sont intéressés sont très intéressés. Et ceux qui ne le sont pas, il n'y en a pas beaucoup. Et ceux qui ne le sont pas du tout. Ouais. Ils ne le sont pas pour des raisons qui m'inquiètent, c'est-à-dire qu'ils considèrent que c'est inutile et que ça ne sert à rien. Et moi, c'est ça qui m'inquiète. Parce que, voilà, moi je suis un convaincu de l'action publique, convaincu qu'on est tous dans le même bateau et qu'on doit tous apporter quelque chose pour faire avancer notre pays, pour le faire évoluer. On ne peut pas demander à ce qu'il y ait plus de social, on ne peut pas demander à ce qu'il y ait plus d'environnement et ne pas participer, ne pas porter sa pierre à l'édifice. On a tous un rôle à jouer. Et pour moi, la politique, ça va au-delà d'un mandat d'élu. La politique, c'est participer à la vie de la cité. Donc tout le monde doit y participer. Et quand je vois que les gens disent non, ça ne sert à rien, ça m'inquiète, mais j'en ai une part de responsabilité, comme tous les élus, certainement. C'est qu'on ne sait peut-être pas expliquer, dire ce qu'on fait, et montrer l'impact et les résultats qu'on peut avoir ou pas des actions que l'on mène. Donc un manque de communication. On peut échouer, on peut ne pas réussir quand on prend des décisions. Bon, quelque part, il vaut mieux échouer que de ne rien faire. J'ai toujours dit en politique, il faut avoir du courage et puis y aller. Mais oui, on sait pas l'expliquer suffisamment. Et puis je pense qu'avec ce monde qui va très très vite, on en parlait tout à l'heure, et les réseaux sociaux, c'est encore plus compliqué pour nous parce qu'on n'a pas les moyens, on est dépassé. Voilà, et c'est quand même assez dur. Convaincu ou sceptique sur le spatial? Parce qu'à la base, moi je parle de ça dans mon podcast, c'est pour ça la question. Le spatial. Oui. Bon, je pense qu'il y a un avenir sur le spatial, mais après je ne suis pas un professionnel ni un spécialiste. Alors par contre, il y a un groupe sur le spatial qui vient de se créer à l'Assemblée nationale de députés. D'accord. On m'a demandé d'en faire partie. Et vous avez refusé? J'ai accepté, mais il a démarré en juillet, donc je vais suivre ça attentivement si ça intéresse. Voilà, donc je m'y suis parce que je pense que c'est un sujet que je ne connais pas particulièrement, et donc j'ai envie de vous reviendrez pour qu'on en parle. Je reviendrai dès qu'on va le faire avancer tout ça avec mes collègues. D'accord, donc vous allez revenir pour en parler. Ah oui, parce que quand je vais dire que j'ai été interrogé là-dessus, ça va, je vais dire, vous voyez, faut tous s'y mettre. Trop ou pas assez payé? Trop et pas assez, les deux. Parce que c'est 7 209 euros, je crois, net.
Combien? 7 209 €? Non, bah alors là, je vous montrerai ma fiche de paye, Non. mais on est loin de ça. Non, non, moi j'ai maintenant en net tous les mois, je pourrais vous montrer sur mon téléphone, sur mon compte en banque qui est versé de l'Assemblée nationale, c'est 4 600 € Net? net. Voilà, c'est le versement que j'ai, 4 600. Alors c'était 5 600 avant impôt, donc 4 600, Ah oui. puisque il y a prélèvement à la source. Voilà, donc sinon c'est 5 600 si vous D'accord. voulez exactement le montant. Donc Oui, c'est donc 7 trop est 000 de pas assez. brut. Oui, voilà. Donc c'est beaucoup. Non, mais c'est beaucoup. D'un autre côté, comme je vous l'ai dit, pour le temps, la responsabilité et l'engagement Bien qu'il y sûr. a, c'est peut-être pas beaucoup non plus. Voilà, C'est 2 travails cumulés, comme vous quand avez je dit. travaillais là où je travaillais avant, j'étais cadre bancaire, j'avais les avantages, tout ça. Je fais pas la politique pour gagner de l'argent. Voilà, pour Oui. dire que j'étais peut-être mieux payé auparavant et en tout cas, j'avais peut-être une tranquillité différente pour le nombre d'heures que je faisais. Est-ce qu'un député, c'est un dépendant de sa majorité, enfin de son parti? Parce que, est-ce que vous votez les lois parce que le président a dit je voudrais ça, donc vous le votez, ou est-ce que vous votez parce que vous vous dites ça j'aime bien, ça j'aime pas? Il faut être loyal. Mais loyal, ça ne veut pas dire tout accepter. Moi, je vote ce qui me semble bien et juste et qui est conforme au programme sur lequel j'ai été élu. Mhm. Néanmoins, j'ai mes lignes rouges, que j'ai toujours données depuis le début. Et lorsqu'il y a des votes qui ne correspondent pas à ce que j'ai envie de porter, Vous votez et contre. que mes lignes rouges, je vote contre sans état d'âme. C'est ce que j'ai fait sur le CETA, c'est ce que j'ai fait sur d'autres projets de loi et je continuerai à le faire. D'accord, donc vous n'êtes Voilà. pas dépendant finalement. Non, mais on est Ah. loyal, on a, Oui. globalement, on peut être d'accord à 80-90%, mais il y a 10 ou 15% des votes sur lesquels je pense qu'on a une liberté. Alors, je crois que si on regarde d'ailleurs mes votes au sein de l'Assemblée nationale, j'étais entre 15 et 20% de votes contre l'avis de mon groupe politique, ce qui est quand même pas mal. Oui, d'accord, oui, c'est vrai. Quand on nous traite de Playmobil ou de Oui. je sais pas quoi, c'est Vous quand comprenez même pas pas. mal parce que quand je regarde ces gens-là, leur vote par rapport à l'avis de leur groupe à eux, ils sont souvent à 100% équivalents. Donc je Oui. me dis que j'ai quand même ma propre liberté et je me demande si eux ils l'ont. Vous êtes avec ou contre Emmanuel Macron? Parce qu'au début de son quinquennat, enfin début première année, il y a eu un groupe qui s'est formé, qui faisait partie de la majorité et qui s'est retiré de ce groupe pour en former un autre. Donc vous êtes pour ou contre? Alors, c'est les groupes de l'Assemblée nationale, vous Oui, parlez, c'est ça. qui... Non, non, moi je suis à La République En Marche, je suis dans la majorité présidentielle, très loyal au président de la République avant tout, avant le parti politique, parce que je donnais un petit peu l'avis que je pouvais avoir des partis politiques, mais moi je suis là pour faire réussir le président de la République, l'accompagner en tant que député dans un vrai débat loyal entre l'exécutif, le président et le Parlement. C'est toujours une prise de position que je prends dernièrement, peut-être pas réussi, mais j'ai lancé sur les masques pour les jeunes, Mhm. des débats dans les médias un peu partout. J'ai échangé avec le président. Ça fait partie, je pense, de notre rôle de député aussi, de faire remonter les préoccupations des Françaises et des Français. On se dit les choses et puis après, on avance. Des fois on gagne, des fois on perd, mais il faut savoir avancer. Bon bah voilà, c'est la fin des questions rapides qui n'étaient pas si rapides que ça. Mais allez, on va passer Je au suis trop troisième bavard. temps de la discussion, le débat. Allez, jingle. Les questions rapides. Aujourd'hui, j'ai choisi comme débat le référendum pour les animaux. En effet, vous avez été co-signataire le 28 juillet 2020 d'une proposition de loi pour le bien-être des animaux de compagnie. Macron a interdit la chasse à la glu pour 1 an et je vous ai interpellé le 15 juillet 2020 sur ce sujet. Je vais nous lire ce que je pose comme question. Je vous contacte car je voulais vous demander si vous aviez connaissance du mouvement référendum pour les animaux. Je voulais savoir si vous étiez pour ou contre et pourquoi. Car oui, face à l'urgence climatique, l'arrêt de la culture intensive des bêtes et les 5 propositions peuvent aider. Et je pense que face à l'offensive de EELV, donc Europe Écologie Les Verts au municipal, l'environnement va devenir un des axes principaux des futurs programmes. Tout comme maltraiter les animaux, il y a des prises de conscience. Pour que ce référendum ait lieu, il faut l'aide de députés et de sénateurs, 185 exactement, comme vous le savez pour le RIP. J'espère que vous partagez notre vision des choses en ce qui concerne cette cause. Et le but premier de mon contact est de vous demander si vous partagez ces idées, d'en parler à vos collègues dans l'hémicycle ou en commission dans le but d'obtenir ce RIP. Votre réponse a été « Monsieur le député est sensible à la cause défendue par le projet du référendum d'initiative partagée que vous évoquez. La défense de la condition animale est en effet une préoccupation permanente de la majorité à laquelle il appartient. Monsieur le député espère qu'un projet de loi sera prochainement déposé en ce sens à la suite de concertations menées avec l'ensemble des acteurs liés au monde animal.
Aussi, il souhaite vous indiquer qu'il privilégie la solution de l'échange et de la négociation dans le cadre d'un éventuel projet de loi plutôt que l'appui de l'initiative de ce RIP qui, bien que louable, n'a pas fait l'objet de discussions préalables qui auraient permis le dépôt d'un texte plus consensuel. Il souhaite toutefois vous préciser qu'il sera prêt à travailler autour de ce RIP si cela venait à se réaliser. Donc ma question est la suivante. Est-ce que vous ne pensez pas que vu que ça avance pas, il faut quand même faut détourner les lobbies qui, eux, exercent des pressions sur les députés pour pas qu'ils signent, et il faut passer outre, et quitte à modifier la loi après. Non, mais ça avance depuis 2017. On n'en a jamais autant parlé. Moi, j'ai plein de collègues députés qui sont mobilisés là-dessus. On a lancé une mission avec une cinquantaine de députés de la République En Marche. 155. Nous avons signé la proposition de loi qui va être déposée de Loïc Dombreval, qui porte ce sujet depuis 2017, qui a une mission de 6 mois qui a été donnée par le Premier ministre et qui a sorti un certain nombre de propositions. Donc moi j'ai signé ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille, depuis longtemps. Oui. On a travaillé, il y a eu un rapport, une mission avec des propositions, et ce projet de loi va arriver à l'Assemblée nationale. Donc nous avons le débat et nous allons légiférer, prendre des décisions, en plus de ce qui a déjà été fait sur la loi Egalim, sur les poules pondeuses, sur d'autres sujets de loi à chaque fois qu'on a pu le faire, on essaye d'avancer. Donc ces sujets sont vraiment en débat et je vous le dis, on échange énormément au sein de l'Assemblée nationale, moi, avec mes collègues, c'est un véritable sujet parce qu'on est tous convaincus qu'il faut aller plus loin, qu'il faut faire plus, que la condition animale, on ne doit pas prendre ça à la légère. Mais c'est lent l'Assemblée nationale. Parce que ça doit passer par le Sénat, l'Assemblée nationale, revenir. Des fois, ça peut prendre des années avant qu'une loi soit votée. C'est pareil un RIP. C'est même non. Pire. Mais si vous un RIP, c'est un référendum. Vous allez avoir 6 mois de débat millions. d'un référendum et après, il va falloir légiférer. Après le RIP, il faut légiférer. Le dernier mot revient à l'Assemblée nationale qui doit légiférer sur le résultat du référendum. Oui, quand même. Donc, mais une fois qu'il est voté, oui, il est voté, oui. Non, on perdra du temps. Il faudra quand même l'exécuter au sein de l'Assemblée nationale. Donc, moi, c'est ce que je dis. Nous sommes dedans. Nous avons une PPL qui va être déposée là. Donc, on lance le débat. On va pouvoir enrichir en plus, contrairement à un référendum où c'est un texte, c'est oui/non, un référendum qui n'est pas forcément le plus consensuel possible et qui pose des problèmes sur certains points. Là, on a un projet de loi qui a déjà quelque part été débattu, puisque c'est le résultat, je vous ai dit, donc, d'un rapport qui a été fait, qui a été travaillé pendant 6 mois avec tous les professionnels, quels qu'ils soient, complètement indépendant de tous les lobbying, parce que vous me dites qu'il y a des lobbying qui vous disent de voter contre, mais enfin moi j'ai beaucoup plus de lobbying qui me disent de voter pour. Je reçois 20 mails par jour qui me disent de voter pour, et aucun qui me dit de voter contre. Donc vous n'avez pas reçu les bons mails. J'ai peut-être pas, peut-être que j'ai reçu les bons quelque part. Oui, c'est ça, oui. Mais moi je réponds à une chose, je suis député, je suis là pour porter les sujets que veulent porter les Françaises et les Français. Donc ça c'est un véritable sujet, et on le porte. Et je suis là pour légiférer. Donc pour légiférer, on pose un projet de loi. Le projet de loi, il est sur la table. On va le mettre en débat au sein de l'Assemblée nationale. Tout le monde pourra l'amender. Tous les députés pourront l'amender. Donc il y aura un vrai débat. Et on va l'enrichir. Et à la fin, il sera voté. Et il viendra s'imposer à tout le monde, dans le cadre des objectifs que l'on se fixe, du respect de la condition animale. Donc on veut avancer là-dessus et on va avancer. Et cette démarche, elle n'a pas attendu le RIP. Après, je vous l'ai dit, ça fait depuis 2017 qu'on y travaille. Oui, non mais après une loi très souvent ça concilie certaines choses, ça met d'accord certaines personnes pour pas en offenser d'autres. Donc résultat parfois c'est décevant une loi. Alors que si on vote ce RIP, ils seront obligés de faire quelque chose qui est très sévère. Donc pourquoi je pense qu'il y a des choses beaucoup plus dans la PPL que nous avons travaillé avec Loïc Dombreval. Vous avez des choses très précises et qui vont beaucoup plus loin que le RIP. Beaucoup plus loin sur les amendes. Et vous êtes obligé de légiférer les amendes sur la maltraitance des animaux, 75 000 €, 5 ans de prison. Et ça, on est obligé de légiférer. Si on ne légifère pas, on ne peut pas y aller. Donc on est obligé d'une loi pour l'imposer. Il y a plein de choses comme ça qui ne peuvent passer que par la loi. Et je peux vous dire qu'elle sera consensuelle, mais volontariste, et qu'il y aura de grandes avancées avec ce projet de loi. C'est une évidence, on s'est engagé. On y travaille. Je vous invite à lire toutes les propositions du rapport donc de Loïc Dombreval avec sa PPL qui est déposée. Il y a des choses très intéressantes. Et si vous avez des idées, je suis prêt avec vous pour continuer à l'enrichir parce que je vais l'enrichir. Oui. Et donc pour vous, il y aura un RIP un jour ? Je ne pense pas que sur ces sujets, on ait besoin d'un RIP. Mais dans un des quelconques sujets, parce que c'est 4,7 millions de personnes qu'il faut rassembler, c'est très long. Si vous voulez, très long, beaucoup moins que... sujet où j'aimerais qu'il y ait par exemple un RIP, c'est sur la fin de vie. Ah oui ? Parce que ça, c'est un sujet de société qui, à mon avis, est beaucoup plus facile à débattre au sein de la société qu'un RIP
sur la condition animale, qui est certes important, mais il y a tellement de sous-ensembles, etc., que c'est difficile de sortir un texte unique qui pourrait être voté peut-être par tout le monde. Oui. Tandis que sur la fin de vie, je pense que là, on pourrait avoir un C'est-à-dire la fin de vie. Eh bien, accompagner donc, les personnes qui sont en fin de vie, oui. À la fin, à leur décès, etc. Comme il y a eu récemment... Il y a un débat, on s'est engagé d'ailleurs en 2017, on n'a pas pu avancer dans la loi bioéthique sur ce sujet-là. Oui. Peut-être qu'un vrai débat national là-dessus... récemment, il y a eu quelqu'un qui était en détresse, et donc il a décidé d'arrêter de manger. Il avait adressé une règle au président de la République, qui est le seul à pouvoir autoriser cette pratique, et il a répondu non parce qu'il a dit qu'il n'était pas au-dessus des lois. Ben oui, nul n'est au-dessus des lois. Maintenant, ça mais s'il a ce pouvoir, ça veut dire qu'il est au-dessus. S'il a le pouvoir de dire oui, vous pouvez faire ça au médecin. Il n'a pas le pouvoir de dire ça, je ne pense pas. Il est obligé d'appliquer les lois aussi, le président de la République. Par contre, c'est à nous de s'emparer de ce débat. C'est la grâce présidentielle en fait qu'il faut lui accorder. Même ça, c'est pour les prisonniers. Mais non, mais si, c'est ça qu'il faut. Il faut qu'on accompagne de façon, je dirais, légale la fin de vie dans notre pays. Oui. Il y a des choses qui ont été faites dans comme le passé. En Suisse, par exemple. Il faut qu'on aille voir en Suisse, en Belgique, il faut qu'on aille beaucoup plus loin. Moi, c'est un sujet sur lequel je suis engagé. On s'était engagé en 2017, on n'y a pas encore travaillé. Je crains qu'on n'ait pas le temps d'y arriver en 2022, je le regrette. Donc vous voudriez un RIP ? C'est un véritable sujet. Pourquoi pas, sur ce sujet-là, j'aimerais bien, parce que ça fait partie de nos engagements, et que justement, on n'a pas de texte de loi, n'est que sur la condition animale, on a une texte de loi, on a déjà un débat. D'accord, donc en fait, vous privilégiez quand même l'Assemblée nationale. Ah ben oui, je suis un législateur. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que malgré le fait que ce soit lent, vous le privilégiez quand même. Ben oui, oui. Parce que vous avez été élu pour, en même temps, c'est normal. Parce que je suis élu pour et qu'on a 5 ans. Et qu'en 5 ans, j'ai bien conscience qu'on ne passe pas tous les projets de loi en 2017, la première année, et qu'on a jusqu'en 2022 pour en passer. Il y a d'autres projets de loi, comme je vous dis, il y a la fin de vie, peut-être qu'on n'aura pas le temps d'y travailler. Après, en même temps, depuis le début de ce mandat, on a des contextes très particuliers. On a eu la crise des Gilets jaunes, on a eu la Covid, on a eu tout ça. Donc, puis il y a aussi eu la réforme des retraites qui a pris beaucoup d'amendements. La réforme des retraites qui nous a pris beaucoup de qui a temps. dû passer par le 49.3, résultat. Exactement. Donc, vous voyez qu'on essaye d'avancer sur les projets que l'on veut porter, sur lesquels on a été élu. C'est pas toujours facile. J'espère qu'on fera le maximum. Mais en tout cas, franchement, pour moi, la fin de vie, c'est le sujet aujourd'hui sur lequel on n'a pas assez de débat ni de perspective. Vous pensez qu'on est en retard en France ? On est en retard en France. Il faut qu'on aille plus loin. Et c'est pas que ce soit moins que la condition animale ne soit pas importante, mais je vous dis, la condition animale, on est dessus et on a un projet de loi, donc ça y est, on a déjà lancé les tuyaux législatifs, donc il y a des choses qui vont se passer, donc il faut qu'on débatte dans ce cadre-là. C'est pour ça que je dis, on a un débat, on a un support, il faut y aller dans ce cadre-là. D'accord. Par contre, la fin de vie, pour l'instant, je regrette qu'on n'en ait pas, donc oui, donc en fait, il faut nous bousculer un petit peu. Donc vous le signez pas parce qu'en fait, il y a déjà quelque chose qui est en train de se faire voter. J'ai signé une PPL avec 155 de mes collègues. Donc on est dessus, on peut pas tout signer pour le plaisir de signer. Oui, ben non. Voilà, j'ai déjà signé le dépôt d'une PPL. Donc moi j'ai un projet de loi avec mon nom dessus qui est à l'Assemblée nationale. Donc on va y travailler. Pour résumer, ça parle de quoi ce PPL ? Eh bien, c'est tout ce qui concerne effectivement les animaux. C'est quoi les mesures fortes ? Eh bien, vous allez avoir donc tout ce qui concerne les sanctions sur la maltraitance des animaux. Oui, donc 5 ans de prison. 5 ans de prison, 75 000 euros. Vous allez avoir tout ce qui concerne l'information aussi sur la maltraitance des animaux avec des stages qui vont être donnés à toutes les personnes qui achèteront un animal, etc., de compagnie, par exemple. Donc, on avance là-dessus. Il y a plus d'informations, un fichier unique des personnes qui seront maltraitantes des animaux. D'accord. Donc, il y a des associations de protection pourront accéder. Les personnes donc auront un fichier à leur nom qui dira à maltraiter un animal. Tout à fait. Et donc quand une personne viendra et donc ça entraînera quoi ça ? La SPA ou d'autres choses récupérer un animal, la SPA pourra vérifier si la personne est capable ou pas. Donc ça n'entraînera pas un refus automatique d'adoption. Ah ben si la personne est fichée, ça sera un refus automatique. D'accord, ok, d'accord. Donc il faut légiférer, parce que le fait de légiférer, c'est que oui, ça par exemple, ça n'était pas dans le référendum par exemple. Voilà, donc tout à fait, il y a plein de choses qui n'y sont pas et peut-être qu'il y a des choses du référendum qu'on pourra intégrer dans le débat à l'Assemblée, dans l'hémicycle. Il n'y a pas de souci, parce qu'il y a des choses très intéressantes dans le référendum. Je n'ai pas de souci sur 80% des sujets qui sont dans le référendum, dans la proposition. Mais il y en a déjà qui sont dans notre PPL. Donc, et qu'est-ce qui vous embête ? C'est quoi les 20% qui vous embêtent ? Alors moi, il n'y a pas de surprise, je suis très attaché à ce qu'on respecte les traditions, les cultures, et en particulier tout ce qui tourne autour de la chasse, les chasses traditionnelles. Je ne suis pas chasseur, j'ai toujours dit, mais je crois qu'il y a des choses qui doivent évoluer progressivement et qu'on ne doit pas stigmatiser et affronter les gens en face à face. Donc vous êtes pour la chasse aux chiens courants ? Je suis
pour le fait que ces traditions disparaissent progressivement. Et on ne peut pas stigmatiser et je dirais montrer du doigt des gens en leur disant tout ce que vous faites est mauvais, ça ne va pas, c'est pas dans le bon sens. Alors vous l'intégrez dans le PPL. Ils font ça depuis 60 ans. Vous l'intégrez dans le projet de loi, résultat. Pas, c'est pas aujourd'hui dans notre PPL. Donc vous dites qu'il faut progresser lentement, mais vous l'intégrez pas. C'est un peu... Non, parce que la loi, ça s'implique, c'est terminé. Ah oui. Voilà, oui. Vous pouvez pas dire d'ici 20 ans, admettons, on ne veut plus de ça. Donc on pourrait dire, mais déjà d'ici 20 ans, ça, je pense que malheureusement, certainement dans 20 ans, il y aura les chasses, il n'y aura plus de chasseurs. On voit très bien que le nombre de chasseurs dans notre pays diminue. Ah oui. C'est une génération qui est malheureusement quelque part assez âgée. Donc vous comptez sur le temps. Bon, consultant, on accompagne les gens. Aujourd'hui, on a quand même des gens qui ont plus de 80 ans, qui sont au tribunal, parce qu'ils chassent traditionnellement et qui font ça depuis l'âge de 10 ans. Enfin, s'ils sont au tribunal, c'est qu'ils ont... Est-ce que notre pays est normal? Non, mais est-ce qu'on peut s'interroger? Comment on peut, des gens qui ont fait depuis leur toute petite jeunesse, qui ont chassé à la matole, l'ortolan, parce que c'était le moyen, quand ils étaient métayers, de pouvoir avoir un petit peu d'argent en fin d'année, parce qu'ils vendaient ça aux propriétaires pour gagner un peu de sous et vivre, comment vous pouvez à 80 balais leur dire qu'ils sont des destructeurs de biodiversité et ce qu'ils font est ignoble? Mais réfléchissons un petit peu. Ça aurait dû être avant qu'il fallait le dire. Ben, je ne sais pas s'il fallait avoir, ça veut dire que la société elle évolue, il faut l'accompagner, mais on ne peut pas non plus, comme ça, des gens qui ont fait ça, qui ont été élevés, qui ont eu cette culture, leur faire croire que la biodiversité disparaît à cause des ortolans qu'ils chassent. Alors, les enjeux, il est beaucoup plus important que ça. Arrêtons d'emmerder les gens, allons sur les vrais sujets. Allons sur les vrais sujets. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut aller sur des choses très, très concrètes, mais il ne faut pas bouleverser notre société. Voilà. Il faut que les choses progressent dans la concertation, dans le débat, et surtout arrêtons de montrer gens. Moi, je ne suis pas fier de notre pays quand je vois que y a des gens de notre département, 80 balais, qui sont au tribunal. D'accord. Parce qu'ils chassent des choses depuis l'âge de 10 ans. C'est dans notre département ? Oui. D'accord, c'est dans les Landes. Notre département des Landes, voilà. Donc il sera au tribunal. Ça ne me satisfait pas et j'ai pas envie qu'on continue dans ce chemin-là parce que justement, il y a des associations qui veulent du jour au lendemain tout stopper et dire nous avons la solution, nous pensons que, etc. Non, il faut le faire intelligemment. D'accord. Allez, on va passer au jeu des chiffres jingle. Le jeu des chiffres. C'est simple, je vais vous donner 3 nombres, vous allez devoir me dire à quoi ça vous fait penser. Si vous n'y arrivez pas, ne vous inquiétez pas, je vous donnerai des indices et après on en parlera de 1 ou 2 comme vous voulez. Bon, je pense que ça sera les 3 vu qu'on commence un peu à se connaître. Allez, c'est parti. Si je vous dis 1800 milliards, si je vous dis 200 000 et 2519, est-ce que ça vous évoque quelque chose? Ça fait beaucoup tout ça. Tel quel non. Alors allez-y, redonnez-moi 1800 milliards. 1800 milliards. Ça va être un déficit, mais on est en dessous du déficit de la France, donc... Alors c'est quoi? C'est pas ça. Alors, on va donner des indices, et là peut-être que vous aurez. Il y en a un qui concerne les déchets plastiques, l'autre qui concerne les enfants de moins de 16 ans, et l'autre des animaux. D'accord, très bien. Donc lequel va à qui? Alors, 1800 milliards, après 1800 milliards. J'ai pas retenu. 1800 milliards, il y a réponse là. Alors, allez-y. 1800 milliards, 200 000, 2519. Un qui va pour les déchets plastiques, les enfants de moins de 16 ans, et l'autre pour les animaux. Alors, les enfants de moins de 16 ans. Quel nombre ça va pas? 200 000. D'accord. Non, 1800 milliards. Non, 200 000, bien sûr. 1800 milliards, c'est pas possible. Déchets plastiques, peut-être 1800 milliards de tonnes, ça doit être quelque chose comme ça. D'accord. Et les animaux, 2519. Ça va être les pertes d'espèces, probablement. Non. Sur un certain temps donné. C'était presque ça. En tout cas, vous en avez 1 sur 3. C'est déjà ça. Bah. Donc, on va parler de celui que vous avez. Donc, 1800 milliards, c'est le nombre de déchets plastiques dans les océans. C'est le 7e continent, comme on les appelle. Et donc, vous qui êtes président de la commission du littoral, ça vous fait quoi d'entendre ce chiffre? C'est catastrophique, c'est-à-dire qu'il faut qu'on continue à travailler et c'est pour ça que dans la loi économie circulaire qu'on a votée en début d'année, on interdit le plastique à usage unique, on avance là-dessus, on a pris des décisions fortes. C'était par Brune Poirson qui avait... Voilà, Brune Poirson. Donc qui est plus au gouvernement d'ailleurs. Qui est plus au gouvernement, mais la loi elle est là. Oui. La loi est votée, nous l'avons bien enrichie d'ailleurs sur beaucoup de sujets. Elle nous posera d'ailleurs quelques petits problèmes sur le plan économique, puisqu'il y a des entreprises du coup qui vont se rendre en difficulté, mais bon voilà, c'est un choix qu'on a fait, on l'a assumé, parce
qu'il faut qu'on avance et j'espère que les pays voisins le feront aussi et qu'on sera, voilà, une fois de plus, vous voyez, sur l'environnement, comme quoi on est un petit peu moteur et précurseur, puisqu'on est les premiers à voter dans ce cadre-là, l'économie circulaire. 200 000, c'était donc le nombre d'animaux abandonnés chaque année. Je l'utilise parce qu'en fait, vous avez été co-signataire donc d'une loi pour le bien-être des animaux de compagnie. Tout à fait, c'est la loi qui est portée par Loïc Dombreval, donc 200 000 c'est énorme, c'est horrible. Dans la loi, c'est 100 000 qui sont vraiment abandonnés et vous dites 300 000 si on est vraiment réaliste. Et si on arrive à tout comptabiliser, parce qu'on sait qu'il y en a qui disparaissent aussi. Oui. Et on sait qu'il y a beaucoup d'associations qui en récupèrent, donc c'est pourquoi on veut sanctionner fermement, financièrement et pénalement les gens qui abandonnent les animaux. Qu'est-ce que ce sera la sanction ? Eh bien, je l'ai dit, donc c'est 75 000 euros d'amende et 5 ans de prison. Voilà, c'est la même loi. Voilà, c'est cette loi-là, donc sur le bien-être animal. Donc je l'ai co-signée et j'espère qu'elle sera votée rapidement. D'ici combien de temps à peu près ? On ne peut plus accepter que les gens prennent des animaux de compagnie et les abandonnent ou les maltraitent. Combien de temps elle sera votée, la loi ? À mon avis, c'est sur le timing de 2021. Oui, super. 2021. Enfin, 2519, c'est le numéro de la loi sur les enfants de moins de 16 ans sur les plateformes en ligne. Alors, ça va entraîner deux questions, ça. Donc, par exemple, sur YouTube, les enfants de moins de 16 ans qui donc font des vidéos, ils vont devoir être sous tutelle d'un adulte. Et donc, cette question qui me vient, c'est comment les idées, elles viennent en fait ? C'est quelqu'un qui vous propose ça ou vous avez vu ça, vous vous êtes dit tiens, c'est pas normal qu'un enfant de moins de 16 ans puisse toucher de l'argent d'une plateforme en ligne et que ce soit pas régulé surtout. Ce sont des sujets de société qui nous remontent, qui nous interrogent et souvent, ce sont des collègues députés qui sont souvent plus sensibilisés que d'autres sur certains sujets. On a tous nos sujets, donc on en porte tous. Moi j'en ai d'autres que je porte plus directement. Mais on est souvent aussi interpellé par les associations, et là en ce qui concerne ce sujet, c'est les associations justement de protection de l'enfance qui nous interpellent et qui nous demandent d'avancer, et souvent avec qui on travaille pour élaborer des projets de loi, en tout cas comme on dit, les enrichir, les amender et avancer sur ces sujets. Parce que pour rappel, soit le gouvernement peut proposer donc une loi, c'est ce qu'on appelle un projet de loi, ou soit l'Assemblée nationale ou le Sénat peut proposer une loi, et donc là c'est PPL, proposition de loi. Voilà. Et donc résultat, c'est un de ces deux-là. Et donc là, en l'occurrence, c'était donc l'Assemblée nationale. C'est une proposition de loi. Il y a des propositions de loi qui sont déposées par tous les groupes politiques. On a des journées qu'on appelle des jours de niche, c'est-à-dire qui sont réservés à des groupes politiques, et ce sont les groupes politiques qui choisissent leurs propositions de loi, les sujets qu'ils souhaitent déposer. D'accord. Et après, il y a des journées qui sont réservées au gouvernement pour les projets de loi. D'accord, super. Allez, on va passer donc au 4e temps. Donc ça va être à Greg de poser ses questions. Il a 10 ou 15 minutes pour poser ses questions à les jingles. Ouais, par contre, c'est le 5e temps, hein, Lucas. C'est le 5e temps ? J'ai dit combien ? T'as dit 4e, mais c'est pas grave, c'est la fatigue. Hein. C'est à Greg. Bonjour Lionel Causse, bonjour. Comment ça va ? Eh bien écoutez, très bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, la dernière fois qu'on s'est vu j'étais en plein marathon radio, 24 heures non-stop, vous m'avez vu en milieu de journée, j'étais encore assez frais, Vous serez revenu quelques heures plus tard, j'étais un peu moins frais, un peu plus fatigué, mais j'ai réussi à tenir le coup. J'avais beaucoup apprécié votre passage dans l'émission, je vous l'avais déjà dit d'ailleurs, je vous le redis, je le disais juste avant qu'on prenne l'antenne, parce que je trouve que vous avez cette capacité, cette facilité à répondre à tout le temps sans notes, et c'est super rare, je le sais parce que je reçois quand même beaucoup de politiques et ils sont bardés de dossiers, la table est remplie de papiers. Vous, c'est pas du tout le cas, vous venez comme ça tranquillement. Est-ce que c'est une force pour vous et c'est pour ça que les gens vous apprécient autant? On en parlait juste avant de prendre. Vous avez vu ça, cette intro, elle est magnifique. Ça c'est super, merci magnifique. Beaucoup. Je sais pas, c'est pour ça que les gens m'apprécient. Ils devraient le dire un peu plus souvent peut-être. Je les invite à me le dire, à me l'écrire. Mais mais je suis toujours. J'essaie de rester moi-même, et c'est vrai que je fais de temps en temps des plateaux télé, radio, ici ou ailleurs, et je n'ai jamais mes éléments de langage. Je me fais mon propre avis et j'essaye d'être naturel. Voilà, si j'ai des notes, c'est le programme, c'est quelques points très particuliers, très techniques, mais je les lis rarement et j'en ai rarement besoin. Bon, là c'était pas le cas. Lucas, qui était avec vous juste avant, vous disait, vous étiez le seul à lui avoir répondu. Ça aussi, c'est
votre particularité? Vous répondez? Enfin, nous, quand on a calé un rendez-vous ensemble au mois de mai l'année dernière, on vous a vu le dimanche à la foire et le lundi, on avait une réponse de votre cabinet qui disait voilà, et je vous cache pas que c'est rare qu'on arrive à avoir des rendez-vous avec les politiques aussi facilement. Est-ce que ça fait. Moi, je pense que ça fait votre force. Les gens, ils vous apprécient. À chaque fois que je parle de vous, j'ai jamais entendu du mal de Lionel Cosset. Est-ce que c'est normal? Heureusement qu'on est à la radio parce que je Mais ne oui. de rougir, mais Oui. comme la table d'ailleurs. C'est ça. Les gens ne voient pas, mais c'est très très rouge. Ouais. Et non, mais alors moi j'ai une exigence avec mon équipe. C'est de répondre à tout le monde. Oui. Et je fais tous les rendez-vous. D'accord. Voilà, tout le monde a droit à une réponse, tout le monde a droit à un rendez-vous s'il le souhaite et s'il en a besoin. Donc je n'ai jamais refusé de rencontrer qui que ce soit. Ouais. Et ensuite, je reste moi-même, donc je reste accessible. Et quand on me demande d'être présent, je suis présent et je suis tout le temps là. Et comme je l'ai dit, je compte pas mon temps parce que je considère que quand on a un mandat d'élu, c'est pour échanger, discuter, rencontrer les gens. Et moi, je suis très heureux quand j'ai l'occasion de venir parler à la radio parce que ça permet de toucher aussi beaucoup plus de monde et voilà, de présenter un petit peu notre travail, ce qu'on fait, les positions que l'on porte. Ouais. Vous parliez des éléments de langage à l'instant. Est-ce que vous suivez un training, un coaching de com ou pas? Jamais. Ils ont essayé, mais ouais, non, à toute franchise, ça n'a jamais marché. Non. J'ai horreur de ça. Ouais. Je ne supporte pas, donc non, j'ai jamais fait. D'accord, ok, voilà. Très bien. Est-ce que faire de la politique en 2020, c'est la même chose qu'avant? Ça fait quand même un moment que vous êtes dans la politique maintenant. Oui, mais alors j'ai souvent changé de mandat, donc oui. Je pense qu'à chaque mandat, c'est déjà très différent, parce que bon, pour tout le monde, j'ai été conseiller général, j'ai été maire et donc député, donc c'est vrai qu'à chaque fois, c'est quand même des mandats, même s'ils sont des mandats d'élus, ils sont tous très différents. Ouais. Je pense que la société aujourd'hui est une société qui va très très vite, beaucoup plus vite qu'auparavant, ça c'est une évidence, où l'information circule très vite. Une des difficultés que l'on a, c'est qu'on n'a pas suffisamment peut-être de temps, ni d'organisation, ni de moyens pour pouvoir expliquer et je dirais être entre guillemets à l'affût de tout ce qui passe dans les réseaux sociaux qui vont très très vite pour pouvoir éventuellement démentir quand il faut démentir ou en tout cas porter ce que l'on a à porter. Donc voilà, c'est vrai que le fait de prendre du temps pour donner son point de vue, expliquer les choses aujourd'hui dans notre société, c'est quand même assez compliqué. Ouais. Bon, très bien. Est-ce que vous avez une ambition au-delà de député ou pas? Ou est-ce que vous y pensez pas du tout? J'ai toujours beaucoup d'ambition, mais pour moi l'ambition c'est pas le fait d'aller au-delà de député. Enfin, j'irai au-delà de député, mais au-delà ça veut pas dire forcément ce que j'entends votre question. Ça veut dire plus haut que député, non pas du tout. Par contre j'ai de l'ambition. C'est quoi d'ailleurs au-dessus de député? En général, les députés sont toujours un petit peu à l'affût et heureux lorsqu'on leur propose un poste au gouvernement. Ouais. Voilà, et puis après, président de la République, par éventuellement. exemple. Mais je vous rassure, je reste très très modeste, humble de mes capacités, de ce que je sais faire. J'essaye de le faire le mieux possible. Et vous savez, si toutes les personnes compétentes étaient au gouvernement, comme je leur ai dit, c'est pas 40 ministres qu'on aurait, mais c'est beaucoup plus. Ouais. Donc voilà, il faut faire ce qu'on a à faire, en tout cas lorsqu'on est en responsabilité. Moi aujourd'hui, ma responsabilité, c'est d'être député, d'écouter les Françaises et les Français et d'essayer de travailler pour faire avancer notre pays. Ouais. Voilà. Bon, le mandat que vous préférez, c'est la partie de votre travail, c'est être à l'Assemblée. Être ici, dans les Landes, les Landes, j'adore. Je passe la moitié de mon temps dans les Landes et l'autre moitié à Paris. C'est ça. C'est complètement différent. C'est deux parties qui... Bon, bien sûr qu'il y a des liens, forcément, puisque l'objectif, c'est justement d'enrichir, de porter des sujets à l'Assemblée nationale. Mm-hmm. Mais moi, j'ai besoin du contact, quoi. J'étais très malheureux pendant le confinement et tout ça. J'ai besoin, quand je suis dans les Landes, je suis toujours à droite à gauche. Ma voiture, elle fait 30 000 km par an, alors que je suis là que 3 jours par semaine, 4 jours par semaine. D'accord, ouais. Je bouge tout le temps. J'ai besoin en d'aller plus, si vous répondez à tout le monde pour rencontrer les gens, forcément, vous bougez. Mais c'est ça qui est super. Bah oui, forcément. C'est la force, Quand on a un mandat d'élu aussi, il y a quelque chose qui est formidable, génial, c'est qu'on a l'occasion de rencontrer des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés si on n'est pas élu. C'est ça. Quand j'ai été maire, j'ai pu rencontrer des gens formidables, d'autres moins, mais bon, ça c'est comme partout. En tout cas, j'ai pu rencontrer des gens que je n'aurais jamais rencontrés sinon si je n'avais pas eu ce mandat de maire, et pareil en tant que député. Donc c'est une chance que j'ai, une richesse que j'ai, donc il ne faut pas perdre de temps, quoi. D'accord, très bien. Est-ce qu'un député, il a du pouvoir sur tous les aspects et sur toutes les lois? Énorme.
Ouais. Parce qu'il a le- Non, mais Non, mais député. est-ce que. Oui, sur les lois. Après, c'est compliqué. On a du pouvoir. On a une voix sur 577. Oui, Donc, c'est ça. on est 577. Après, c'est sûr qu'il faut arriver à convaincre nos collègues. Et moi, j'essaye sur des sujets. Je ne réussis pas tout le temps. Des fois, j'y arrive. Des fois, j'y arrive pas. Ça fait partie du débat démocratique. Mais en tout cas, oui, on a la responsabilité de voter la loi. Ouais. Au-delà du pouvoir, c'est cette responsabilité. Et c'est ça qui est essentiel, qui est important. Et il faut qu'on ait du courage dans ce que le mandat et les décisions que l'on prend et que l'on vote. Et qu'on se rende compte, toujours pas oublier, être au service, essayer de répondre aux attentes des Françaises et des Français. Ouais. Et quand on porte un projet comme ça et que ça aboutit pas, comment on le vit? Eh bien, on se dit qu'on va y revenir. Oui. Voilà, C'est ça. moi je me dis qu'on On a plusieurs c'est ce chances, que j'ai on dit, peut je le crois, il n'y a refaire, pas hein. longtemps. Là, il y a un sujet sur lequel je me suis pas mal battu dans les médias sur le port du masque pour notre jeunesse. Et je crois que les derniers médias que j'ai fait, bon, quand il y a eu un arbitrage un petit peu négatif, mais pas forcément négatif, parce que du coup, beaucoup de régions, de départements se sont lancés dans la démarche. Donc je trouve ça tant mieux, très bien. Au moins, il y a eu un vrai débat, il y a eu des avancées, mais peut-être pas au niveau de ce que j'attendais. Mais je leur ai dit, écoutez, j'ai peut-être eu raison un peu trop tôt, mais enfin, je vais y revenir. Ouais. Bon. C'est pas fini. Bah non, Hein, la Covid est toujours là et les jeunes sont toujours là. c'est ça. Donc on a besoin de les aider. C'est ça. Bon, justement, cette période, vous l'avez vécue comment? Vous disiez que le confinement, c'était un peu compliqué. Est-ce que, politiquement parlant, c'était compliqué? Moi, par exemple, je détesterais être à la place d'Emmanuel Macron en ce moment. Est-ce que c'est votre cas aussi? Écoutez, je pense qu'il a déjà beaucoup de responsabilités. C'est Ça ça. va pas être évident. Ouais. Maintenant, c'est un choix et je sais qu'il est responsable et qu'il sait qu'il est là pour une mission, qu'il a un mandat à effectuer. Et, vous savez, quand on a des choses comme ça, on ne se pose pas toutes les questions. Peut-être que les gens se posent à l'extérieur. Ouais. Déjà, on n'a pas forcément le temps de toutes se les poser. Et si on passe nos journées à se poser des questions, à se demander est-ce que c'est bien, est-ce que j'ai trop travaillé, est-ce que c'est trop compliqué, est-ce que c'est trop difficile, etc. Non, moi je me pose plutôt les questions de savoir est-ce que j'étais à la hauteur, est-ce que j'ai suffisamment travaillé, est-ce que je peux pas faire autrement, est-ce que je me suis pas trompé, et toujours faire plus. Et je pense qu'il est dans cet objectif-là, le président de la République. Voilà. C'est un mandat, une mission énorme qu'il a, une responsabilité dans un contexte compliqué. Depuis 2017, il y a eu la crise des Gilets jaunes, une crise profonde de notre société, de notre pays, à laquelle il a fallu répondre, et il faudra continuer à répondre d'ailleurs, parce que je pense que c'est un malaise très très profond. Il y a eu mais la Covid, il y a eu des grèves, voilà, donc j'espère que la fin du mandat va nous permettre d'avancer avec ces périodes compliquées et difficiles, et de faire en sorte qu'en 2022 notre pays soit mieux qu'en 2017. Est-ce que vous pensez qu'on est dans une période charnière, un moment où tout va changer, comme on peut l'entendre partout? On nous parle d'effondrement, on nous parle de transition financière, écologique, enfin on est dans un vrai monde en plein changement. Alors d'un côté, moi je suis trentenaire, ça me plaît de voir ça, je me dis tiens, ça peut être bien comme ça peut être moins bien. Est-ce que vous, du côté politique, vous vous rendez compte qu'il y a des changements qui doivent être opérés pour que ça marche à nouveau? Oui, il y a des changements profonds dans notre société à apporter. Voilà. Enfin, en tout cas, des évolutions. C'est évident. Moi, je le prends de façon positive, parce que c'est sûr que sur la transition écologique, sur l'éducation, sur plein de choses, il faut tout le temps évoluer, tout le temps faire changer les choses, et tout le temps s'adapter à la société. Donc, qu'une société soit en changement, c'est tout à fait normal. Après, ce qui est un peu plus compliqué des fois, c'est quand ça va très très vite. C'est le cas, là, ça a été très brutal. Voilà, là c'est le cas, ça va très très vite. Et on a peut-être un timing, fonctionnement de notre démocratie, en tout cas de notre Parlement au sens large, qui est peut-être pas complètement adapté au temps des réponses que l'on a à faire. Voilà, c'est vrai qu'on l'évoquait juste avant avec jeune Lucas, un projet de loi ça peut être très très long. Et des fois il faut aller très très vite. Bon. Et quand on va aller très très vite, on nous traite de dictateurs, parce qu'on ne laisse pas suffisamment de débat à l'Assemblée. C'est ça. Et donc, ce sont les mêmes qui nous reprochent les deux. Donc, c'est soit un peu compliqué, mais je pense qu'on aurait vraiment une réforme profonde à faire de nos institutions. En tout cas, moi, j'en appelle depuis 2017. Mais j'ai bien conscience que c'est des évolutions qui ne pourront se faire qu'après une élection présidentielle, dans une élection présidentielle. Parce qu'il faudra que les Françaises et les Français l'acceptent et portent ces évolutions. D'accord. Il y a deux sujets sur lesquels j'aimerais avoir votre avis, Lionel Causse. D'abord, c'est l'amende forfaitaire pour la consommation de drogue et la légalisation de la drogue. Vous en pensez quoi, vous? Moi, je suis pour la légalisation des drogues. Ben voilà. Je suis plutôt favorable. Pourquoi? Parce que je pense qu'aujourd'hui, on a mis en place un système, en partie autour de certaines de nos grandes villes,
qui crée quelque part, même si j'aime pas trop ce mot-là, mais des zones de non-droit. C'est ça. Et qui nous crée plus de difficultés que d'avantages. Alors, les drogues, je ne suis pas pour, je fume pas, je bois un peu comme tout le monde. Oui. Mais voilà, je crois que tout est à prendre avec Avec modération. modération. Exactement. Et que des fois, quand on légalise, ça permet de mieux le gérer. Ouais. On a des exemples, hein. Il y a des pays qui fonctionnent très bien avec une gestion très encadrée, très correcte. Et vous pensez que ça pourrait marcher en France ? Je pense que ça peut marcher, mais dans un cadre très particulier, très contraint quand même. Il faut pas. Moi, je pense que là, notre jeunesse, les mineurs, il ne faut pas qu'ils y accèdent. Il faut les protéger aussi parce que ça fait des dégâts. Voilà, les drogues font des dégâts. Oui. Donc voilà, il faut un cadre quand même costaud. Mais oui, ça, je suis plutôt favorable à des évolutions sur le sujet. Ouais, ça pourrait créer de l'emploi. C'est pas, je crois que sur ce sujet-là, c'est pas forcément l'objectif. Ouais. L'objectif, c'est de savoir répondre à un problème de société. S'il y a un problème de santé publique, donc il faut qu'on y réponde. C'est pour ça qu'il ne faut pas l'ouvrir bêtement, voilà, open bar pour tout le monde et tous les âges. C'est ça. Mais derrière, on voit bien que on n'arrive pas à lutter contre, même si le ministre de l'Intérieur a dit que ça allait être un de ses combats. Tant mieux, il faut le faire. Ouais. Mais je crois qu'on ne peut pas accepter non plus tout ce qui se passe dans certaines de nos banlieues, dans certaines villes et peut-être même dans certains de nos villages landais, j'en sais rien. Mais parce qu'on apprend régulièrement avec ce genre de choses, comme c'est caché et qu'on ne le sait pas forcément. Je préfère que ce soit un peu connu, encadré. Est-ce que justement, et puis au moins on pourrait évoluer législativement, on pourrait donner des consignes et mettre plus de cadres. Bien sûr. Est-ce que justement cette amende forfaitaire qui a été votée, on commence à glisser doucement vers une légalisation plutôt que d'enfermer des gens est-ce que la tendance elle va à ça en fait ? Je pense que la société va vers ça progressivement. Je ne vais pas regarder les sondages, les évolutions, mais j'ai l'impression que ce sont des choses qui sont de plus en plus attendues par la société. Donc oui, un jour ou l'autre, on y viendra. Donc autant qu'on le fasse avec un vrai débat, sereinement, qu'on prenne un peu de temps parce qu'il n'y a plus urgence non plus pour le faire. On n'est plus à quelques mois près ou quelques années, mais il faut qu'on ait le courage un jour d'y aller. Bon, dernière question, Lionel Causse. Il y a un sujet qui fonctionne aussi ailleurs, dans d'autres pays, c'est le revenu universel. Est-ce que ça vous avez un avis là-dessus ? Évidemment que vous avez un avis sur tout, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'il dit Lucas ? Il y a un test en ce moment qui est en train d'être fait dans Allemagne, je crois, sur 1200 personnes où ils vont faire un revenu universel, je crois. C'est ça. Qu'est-ce que vous en pensez, Lionel Causse, du revenu universel ? Est-ce que c'est une bonne, c'est une mauvaise idée pour vous, selon vous ? Moi, je suis déjà pour le versement universel. C'est-à-dire regroupement de tous les versements, toutes les aides sociales qui peuvent arriver en une seule fois et qu'on y voit beaucoup plus clair sur toute organisation et le système français, qui est puissant, qui est fort d'ailleurs. Le revenu universel, je n'y suis pas favorable de façon générale comme ça. Je pense que ça peut être intéressant pour les jeunes. Il faut qu'on ait un RSA ouvert aux jeunes, etc., qu'on accompagne la jeunesse beaucoup plus, avant tout, parce que je crois que notre priorité aujourd'hui, c'est ça, c'est la jeunesse a été un petit peu délaissée sur les politiques publiques. Alors il y a beaucoup de politiques publiques, mais il y a beaucoup d'intervenants. Départements, régions, interco, tout le monde fait des choses très bien d'ailleurs, mais il n'y a pas un vrai axe de politique publique comme on peut l'avoir d'ailleurs sur les seniors, entre le système de retraite, les EHPAD, etc. Donc on a toute une organisation qui est associée qui n'a pas forcément aussi bien, aussi cadré, aussi général en tout cas sur le territoire français, je pense pour les jeunes. Donc oui, qu'il y ait un cadre qui permette aux jeunes de pouvoir poursuivre leurs études, d'avoir accès à un logement, accès à la mobilité, à leur formation à travers un revenu universel, on peut l'appeler comme ça, ou on l'appelle comme on veut. Oui, ça a plein de noms. Mais après, je ne crois pas que c'est pas un objectif. Non. Donc on ne peut pas le généraliser. On peut le généraliser dans un cadre particulier. Mais je crois que quand même, moi je défends, c'est pour ça que j'ai adhéré au président Emmanuel Macron en 2016, c'est que je crois que le monde du travail, c'est quand même aussi un lieu d'épanouissement, un lieu où on doit aimer ce que l'on fait. Donc ce qu'il faut, c'est pouvoir évoluer et changer de travail plus facilement dans notre société, être formé tout au long de la vie. Mais c'est pas de recevoir un revenu. Après, rien n'empêche d'avoir un revenu universel et d'aller travailler à côté. On parle d'un revenu. Moi, quand je vous parle de ça, c'est par exemple, je sais pas, 500-600 euros par exemple. Avec 600 euros aujourd'hui en France, on vit pas. Voilà. On a mis la prime d'activité déjà qui a sacrément augmenté et qui va plus sur la notion vous travaillez, on vient compléter pour vous redonner un peu plus de pouvoir d'achat. Clairement. Et d'ailleurs, je vous le dis, je mène une mission sur les petites retraites en ce moment à l'Assemblée nationale.
Premier ministre n'est pas encore au courant, on va lui remettre ça dans quelques jours. Mais c'est vrai qu'un genre de système comme ça, j'en dirais pas plus, pour les petites retraites, en lien avec le minimum vieillesse, pourrait être aussi très intéressant. Moi, je suis plus sur ça que sur un montant unique versé à tout le monde sans forcément de conditions. Très bien. Merci Lionel Cos. Merci à vous. On se voit bientôt. Eh ben oui, avec plaisir. Bah oui, toujours. Je vous reposerai pas les mêmes questions. Ah bon, si, peut-être. C'est beaucoup plus facile d'habitude. Et maintenant, c'est carte blanche à vous. Hein, c'est vous qui avez la parole pendant 10 minutes, un cours magistral sur tout ce que vous voulez. On va marquer une pause et puis on fait ça après. Alors, jingle, c'est ça, Lucas? C'est ça. Jingle, allez, c'est parti. La carte blanche. Allez, c'est le dernier temps de cette discussion. C'est votre carte blanche. À vous de nous dire de quoi vous voulez parler pour qu'on en discute ensemble. Je vous écoute. Et si on parlait de voyage? Eh ben, comme je parlais de votre Instagram. Voilà, magnifique. Voilà, vous parliez de mes belles photos aériennes au-dessus des Landes. Et c'est vrai que je pense qu'avec notre société aujourd'hui qui était très ouverte sur le monde à travers la mobilité aérienne en particulier, mais même sur d'autres pays, les voitures, tout ça, c'est vrai qu'on a eu des décennies où tous les outils, tout a été mis en place, les véhicules ont été mis en place pour qu'on puisse bouger énormément. Et on s'est rendu compte tout à coup, pof, un petit virus qu'on ne voit pas, il nous oblige à rester à la maison. Donc nos voyages... un peu plus compliqué et la nature humaine n'était pas prête, enfin moi en tout cas j'étais pas prêt j'ai jamais envisagé ça quoi, de me retrouver comme ça fermé comme tout le monde, parce qu'on pensait qu'on allait pouvoir continuer et même aller encore plus loin et plus vite en permanence de génération en génération et que c'était quelque chose de naturel et qui allait se faire tout le temps. Et voilà, donc c'est un sujet qui m'interroge beaucoup, donc pour ça que je le mets sur la radio, comme ça vous allez me donner votre avis vous aussi et on va pouvoir en parler parce qu'on s'interroge aussi quand on est élu, bien entendu. Mais je pense que dans ben là on le voit bien, et même dans les mois et les années à venir, notre mobilité sera complètement différente. Ce qui est peut-être pas plus mal. L'arrivée de l'électrique et tout ça. On a trouvé un début de réponse peut-être aussi pour les enjeux environnementaux. Parce que naturellement les gens vont arrêter de se déplacer, moins se déplacer pour certaines réunions. On va peut-être faire plus de télétravail, plus de choses comme ça et de façon beaucoup plus naturelle. Moi-même le premier, je vais le faire de façon plus naturelle qu'avant. J'ai organisé des rendez-vous téléphoniques, alors qu'avant, peut-être différemment. Je verrai peut-être mes voyages en France. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait malheureusement, mais c'est pour ça que j'en parle, parce que quelque part, comme tout le monde, on a tous envie de s'évader un petit peu de temps en temps, et c'est peut-être un besoin de plus en plus fort en ce qui me concerne. Mais peut-être que mes voyages, je les ferai différemment, moins loin. En France ? Peut-être en France, parce que c'est vrai qu'on a un magnifique pays. Et on a un super beau département des Landes. On l'a vu cet été, puisqu'on a eu, je crois, une augmentation de population, attendant les chiffres officiels, mais en tout cas, on l'a tous constaté. Sur le littoral en particulier, mais même à l'intérieur du département des Landes, qui a augmenté de façon très très importante. Et donc résultat, c'était un boost pour la... Enfin, un boost, non, vu économique, il y a eu avant la crise, donc résultat, ça a rattrapé un peu les choses. Ça a bien rattrapé quand même, globalement, ça, sur beaucoup de secteurs, pas tous, mais sur beaucoup, ça a bien rattrapé. On est privilégié, les Landes. On est privilégié, parce que je peux dire, c'est pas du tout la même chose à Paris. Je quand même toutes les semaines, les hôtels vivent pas, sont toujours fermés, il y a des restaurants qui n'ont pas rouvert, des bars aussi. Beaucoup plus dur, parce que par contre, les touristes ne sont pas allés à Paris cet été, ça c'est une évidence. Et les gens vu que c'est quand même beaucoup de touristes étrangers. Donc les gens vont chercher la verdure, le naturel. Toutes les forces de nos beaux départements. Alors je sais pas après vous les jeunes comment vous voyez votre mobilité, les choses à venir, mais je pense qu'on abordera ces sujets-là de façon très très différente. Oui, le déplacement des gens va être différent plus tard. Peut-être qu'on fera moins de voyages lointains sur des courtes périodes, on fera peut-être un peu moins les voyages dans avec des grands groupes opérateurs là, qui dans les grands hôtels, etc. Peut-être qu'il y aura plus de local liens avec la recherche, des petites locations en ruralité, à la campagne, y compris dans les autres pays, plus de recherche aussi. Je pense que ce qui est un enjeu et quelque chose qui serait intéressant, c'est que les gens justement voyagent pour essayer de rencontrer d'autres personnes, d'autres cultures, d'autres pays, et qu'il y ait beaucoup plus de liens et d'échanges sur les diversités. Donc si on pouvait changer un petit peu notre modèle et aller vers ça, encore plus, quelque part, ça sera peut-être un des bons côtés de cette période qui a été très très compliquée, très difficile. D'accord, super. C'était Lionel Cos, député de la 2e circonscription des Landes. Merci beaucoup d'être venu pour mon premier invité. Merci à vous, ça me fait plaisir de faire connaissance et puis d'échanger.